Europe 1 Matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, la joueuse la plus titrée de l'histoire du tennis français. Elle revient à partir du 5 février prochain en tant que co-organisatrice de la 19e édition de l'Open GDF Suez. Amélie Mauresmo est votre invitée, Marc-Olivier. Et on remercie Amélie d'être là. Bonjour Amélie. Bonjour. Merci d'être là en direct sur Europe 1. Il y a un an à peu près, vous preniez votre retraite. Exact. Vous avez fait quoi pendant cette année? On avait interviewé Justine Hénin qui nous avait raconté, elle, avant de revenir d'ailleurs au tennis, son coup de blues. Vous avez je reviendrai pas, moi, je le dis. Attention, on va vous repasser la bande si vous revenez. Faites attention. Tout le monde a le droit de se tromper. Non, mais c'est vraiment pas d'actualité. Mais en fait, au début, j'ai pas fait grand-chose. J'avais besoin de couper vraiment complètement. Et puis, on va dire à peu près au bout de 6 mois, ça commençait à me démanger. J'ai commencé à faire un petit peu de télé par-ci. J'ai aidé un peu Michael Audra par là. Et puis aujourd'hui... Vous revenez, on va y venir, donc, pour co-diriger ce tournoi. Mais est-ce qu'à un moment donné, l'adrénaline, ça manque dans le corps d'un sportif vous êtes une compétitrice. Est-ce qu'à un moment donné... J'ai fait le marathon de New York. Je sais, j'ai vu, et vous avez bien terminé, 3h40. Ouais. C'est formidable. Mais est-ce que il y a eu un moment donné où le corps, finalement, dit, mais j'ai besoin de quelque chose, et le cerveau va mal? Alors en fait, le corps m'a dit très rapidement, j'ai besoin de faire du sport, ça c'est sûr. J'ai besoin de continuer à faire du sport. Mais en revanche, c'est vrai que sur le côté adrénaline, etc., c'était pas forcément un souci pour moi. Enfin, ça l'est pas, ça l'est toujours pas, en fait, jusqu'à présent. Parce que, voilà, la page se tourne tranquillement, et puis je crois qu'il faut passer à autre chose. Vous dites passer à autre chose, en même temps vous restez dans le milieu du tennis. Vous auriez pu faire autre chose. Yannick Noah, la chanson par exemple. Alors là, c'est pas gagné. L'œnologie, puisque c'est votre passion. Mais je n'exclus pas ce genre de choses, parce qu'effectivement on parle d'œnologie, c'est vrai que ça, ce sont des projets qui sont plus à moyen, voire long terme. Dans ma vie, j'ai 31 ans, donc je crois qu'aujourd'hui, comme je dis, je touche un petit peu à tout pour savoir exactement ce qui va me plaire le plus, ce dont j'ai envie, la voie dans laquelle j'ai envie vraiment de me lancer. Puis on en reparlera peut-être dans quelques temps. Mais donc vous ne quittez pas l'univers du tennis, bien au contraire, vous prenez en charge donc ce tournoi, co-directrice, Madame la directrice, merci d'être là, la 19e édition de l'Open de tennis, donc de Paris. C'est un endroit important pour vous, puisque vous l'avez remporté 3 fois, c'est ça? 3 fois, oui. C'est un endroit qui est vraiment important pour moi, un partage toujours avec le public qui a été assez extraordinaire dans cet Open GDF Suez, ça faisait 13 ans ou 15 ans que j'étais... je faisais partie de ce tournoi d'une manière ou d'une autre, donc il nous a semblé logique, quand je dis nous, à tous, à l'organisation, à GDF Suez, puis à moi en premier, de revenir d'une autre manière dans ce tournoi. C'est quoi votre job là, à part d'être l'ambassadrice d'une certaine manière, mais j'imagine que c'est plus que ça, non? Bien sûr, parce que en fait, voilà, il y aura une participation effectivement dans pas mal de décisions de programmation, enfin je sais pas, pour donner des exemples un petit peu basiques de programmation de la journée, etc. Et puis surtout, moi ce qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est d'amener cet événement du lundi soir pour lancer le tournoi, le lundi le 7 février. Là, vous rassemblez le monde du sport, de l'art au profit de l'Institut Curie. Exactement. On va essayer de faire une soirée un peu sympa pour tout le monde. Vous pouvez venir si vous voulez. Le soir, si ça se vous termine vers 8h30. Vous jouez un petit peu au tennis? Comme vous chantez, à peu près pareil, voyez, d'accord. à peu près comme ça. Non, mais essayez d'innover, en tout cas, amener des nouvelles idées. Donc voilà. Je comprends bien. Est-ce que vous avez eu au téléphone l'équipe de France qui a perdu la Coupe Davis, et notamment Mika. Moi, j'étais sur place. Je sais bien, je vous ai vu commenter comme pour France Télévisions. Mais depuis, ils vont comment les joueurs? Mais j'ai eu Mika surtout, en fait. J'ai eu Guy. Pas le chanteur, donc, le joueur. Michael Audra, pardon. Et j'ai eu Guy Forget aussi. Mais c'est vrai que ça a été dur, je pense, pour tout le monde au départ, comme on peut l'imaginer. Et puis chacun est reparti aussi. Ils ont une saison à préparer. Ils sont tous partis en Australie maintenant. Vous aussi, vous allez aller en Australie? Moi, je vais y aller également. Donc, je crois il était temps pour tout le monde de se concentrer sur autre chose, d'oublier un petit peu ce qui s'était passé. Ce sont des défaites qui sont évidemment cruelles. On s'en remet pas forcément facilement, donc j'espère Mika, il s'en remet difficilement, c'est ce que vous nous dites. C'est difficile, mais c'est normal, et heureusement, quelque part, parce qu'on peut pas oublier une telle désillusion comme ça en 2 secondes. Vous parliez de Guy Forget, est-ce que ça c'est une carrière qui pourrait vous brancher, plus que celle d'Henri Lecomte, qui lui a fini dans la ferme célébrité, d'être entraîneuse, quoi. Capitaine plutôt que coach, capitaine, parce que c'est vrai que coacher à l'année, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. En revanche, c'est vrai, le capitanat de l'équipe de France, notamment de Fed Cup, pourra à terme m'intéresser. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Il y a une équipe qui est en place, et puis franchement, il faut qu'ils aillent au bout de leur aventure. Mais vous sentez de prendre en charge, d'être capitaine, ça c'est quelque chose qui est possible pour vous?
Oui, moi c'est quelque chose qui m'intéresse. Après, je veux dire, il y a des opportunités et puis il faudra voir si ça se présente. Mais je suis pas là Vous avec les quémandez dents qui. pas, Ouais, non, mais je crois que les choses. Moi, je crois vraiment au naturel des choses et si elles doivent arriver, elles arrivent. vous avez une énorme popularité. Hier, à la conférence de presse pour annoncer donc, la direction de ce tournoi, il y avait beaucoup de journalistes. À votre avis, vous l'attribuez à quoi, Amélie, cette popularité encore forte? Je suis vachement sympa. Non, mais je sais pas, je crois que j'ai été longtemps dans le paysage sportif français. J'ai dépassé le cadre du sport aussi. Donc, enfin voilà. Et puis, j'ai un côté sympa aussi, peut-être attachant. J'ai essayé de faire partager un maximum de choses au public, aux gens qui sont venus me voir jouer. Ou qui étaient à travers leur écran de télé en train de souffrir avec moi parfois sur leur canapé ou quoi. Donc, je pense que voilà, enfin, je sais pas l'expliquer concrètement. Et à chaque fois, on vous ramène à votre palmarès qui est extrêmement performant, hein, Julie le rappelait, mais on vous ramène à chaque fois aussi à Roland Garros. Ça vous a pas gonflé à chaque fois qu'on dit Roland Garros, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive jamais, elle se plante à Roland Garros? Ouais, non, mais en même temps, c'était un peu une réalité, mais je crois que je regrette rien vraiment par rapport à ça. J'ai une carrière qui a été extraordinaire, qui a été au-delà de mes espérances. Vraiment, ouais. Ah ouais, au-delà de mes rêves, franchement. Donc oui, Roland Garros, j'ai pas fait mieux que quart de finale. Bon, j'ai gagné Wimbledon, j'ai gagné d'autres grands tournois, donc je crois que pour moi, c'est pas un regret parce que j'ai tout essayé, voilà, tout simplement. Est-ce que vous avez l'impression que cette carrière de sportif de haut niveau, ça vous a fait passer à côté aussi d'une vie Oui, on rate forcément des choses, mais... Vous avez raté quoi, vous diriez-vous? Non, mais une jeunesse, enfin voilà, j'imagine, quand on fait des études, il y a des choses qui se mettent en place. Mais pour moi, j'ai gagné tellement d'autres choses que c'est pas grave. J'ai eu une maturité, voilà, peut-être plus précoce que les jeunes de 20 ans, 25 ans, 30 ans, etc. Est-ce que ça vous fait passer à côté d'une vie de famille? Vous êtes parti très tôt, j'imagine. À 11 ans, ouais, à évidemment. 11 ans, On Laure sort du Manodou a cocon, raconté ça, on sort du cocon familial. Est-ce que ça, forcément. par exemple, vous essayez maintenant de renouer ça? Ou alors il y a quelque Non. chose, il y a un fossé et c'est plus compliqué à le combler? Oui, c'est forcément plus compliqué. Il y a des choses qui sont difficiles. Quand on n'a pas vécu de 11 à 18 ans les choses qu'on vit habituellement avec sa famille, forcément, ça se complique par la suite. Mais je crois que ce sont des choix, plus que des sacrifices, vraiment. Et moi, j'ai fait le choix très très tôt, effectivement, de me dire le tennis, c'est ma vie. Et j'ai des rêves et j'ai envie d'aller toucher du doigt ces rêves. Donc, je regrette rien. Vous regrettez rien, mais est-ce que vous voulez combler d'une certaine manière, maintenant que vous êtes moins astreinte à un quotidien de sportif, des choses, je sais pas, la nuit, vous allez en boîte de nuit jusqu'à très tard, vous picolez comme c'est pas permis, vous mangez comme... là, il y a la galette des rois qui nous a été livrée. Vous trouvez que j'ai grossi Pas ou du quoi? tout, justement, je suis assez impressionné. D'habitude, vos petits camarades, ils prennent du poids. J'ai croisé l'autre jour Fabrice Santoro, bon... Oh là, il va pas être content. Non, mais c'est vrai. Mais c'est important pour moi, donc j'essaie de m'entretenir. On l'a dit, j'ai fait le marathon de New York pour voilà, ce sont aussi des objectifs qui sont importants pour moi. Mais vous rattrapez mais sur la jeunesse je rattrape que vous avez pas le temps perdu. J'ai eu la chance en début de carrière de pas avoir une hygiène de vie tout à fait correcte, donc je ne souffre pas d'un manque de sortie. Allez, pour terminer, comment ça se fait que vous êtes tous en Suisse? On comprend bien que c'est pour des questions d'impôts, mais oui, je crois que il faut être lucide là-dessus. Je crois qu'au début on y va pour ça. Après il y a un style de vie qui s'installe. Je suis en train beaucoup de réfléchir justement par rapport à ça. Il n'y a pas une forme de paradoxe? Vous défendez les couleurs de la France et à chaque fois on vibre pour vous et vous êtes presque obligé de partir en Suisse parce qu'autrement vous vous en sortez pas, d'après ce qu'on comprend. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de paradoxe de soutenir les couleurs d'un pays et puis en même temps de ne pas y vivre? En même temps, c'est ma nationalité. Enfin, je suis française, donc je suis née ici et pour moi ça me semble logique. Mais vous payez pas vos impôts ici. Après, je pense mais je paye pas mes impôts ici, j'en paye une partie ici. Mais après, je pense que dans notre situation, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui feraient la même chose aussi. Donc c'est un petit peu facile de tirer sur l'ambiance. Je sais que tous les joueurs qui sont en équipe de France actuellement, à chaque fois, se font poser les mêmes questions. Je crois qu'aujourd'hui, il faut peut-être avoir un raisonnement un petit peu plus global. Nos carrières, elles durent 8-10 ans. Et derrière, on n'a pas forcément les compétences pour se reconvertir d'une manière correct. Vous voulez pas en parler avec la nouvelle ministre des Sports pour essayer de trouver un système fiscal qui convienne aux sportifs de haut niveau? Mais je pense que ça serait super. Tout le monde serait content de ça. Je pense l'opinion publique, les joueurs, tout le monde, les médias aussi. Allez, en attendant, Madame la directrice, on vous retrouve à l'Open GDF Suez après l'Australie en mois de février, donc à Coubertin. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Dans un instant, Nicolas Canteloup.